Avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui m'apportent du soutien via l'offre Rejoindre et qui accèdent à du contenu supplémentaire en contrepartie. Avant de débuter et de vous plonger dans la mythique histoire du Chevalier Noir, je tiens à vous préciser que le but de cette vidéo est de vulgariser le plus possible. Il est donc possible que je n'apprenne rien du tout aux lecteurs et fans assidus du héros. J'ai d'ailleurs pris la liberté de ne pas toujours rentrer dans le détail de certains arcs ou d'aventures secondaires. A l'origine, la vidéo ne devait sortir qu'en une partie, mais les 50 minutes que vous voyez, c'est 13 pages de script sur plus de 30, il faut que ça reste synthétique et digeste, donc je préfère cette configuration. Je profite d'ailleurs de ce court encart pour remercier le partenaire de cette vidéo, Oli. Oli, c'est une alternative plus saine et plus hydratante aux boissons énergisantes et soda classiques et qui propose 3 gammes de boissons sans sucre, sans taurine et avec des arômes et colorants naturels, les gammes Iced Tea, Énergie et Hydratation. Leur nouveau starter set de luxe est justement parfait pour vous essayer à leurs produits et découvrir un large choix de saveurs parmi toutes les gammes disponibles. Ce pack contient un shaker ainsi qu'un assortiment de poudre à diluer avec de l'eau, ce qui permet de préparer ces boissons facilement et rapidement tout en évitant les déchets inutiles. En plus de prendre soin de votre santé, vous faites un petit geste écologique pour la planète, un pot évite de jeter 50 canettes classiques. Personnellement, la gamme que j'utilise le plus est celle de l'Iced Tea qui contient des vitamines et antioxydants. Perso, j'apprécie particulièrement le goût framboise vanille hibiscus, mais si vous avez besoin d'un coup de boost dans la journée, je vous recommande la gamme Énergie qui possède la technologie New Caf, une caféine cristallisée qui aide à rester alerte plus longtemps que la caféine classique, idéale pour des longues sessions de jeu par exemple. Je vous invite donc à trouver votre gamme préférée en testant les packs découvertes qui contiennent des petites boxes d'échantillons comme vous le voyez à l'écran. Avec le lien et le code PM5 que vous trouverez en description, vous bénéficierez de 5 € de réduction sur votre toute première commande et c'est aussi l'occasion de soutenir la chaîne de manière plus significative tout en vous faisant plaisir. Merci encore à Oli pour leur soutien et bonne vidéo à tous. Les origines du Chevalier Noir. Détective Comics numéro 27, âge d'or du monde des comics, fin des années 30. Batman, en tant que super-héros, existe déjà et combat le crime au quotidien. Ce n'est que dans le numéro 33 de Détective Comics que nous reviendrons succinctement sur les origines du personnage que nous connaissons tous et toutes. Il y a 15 ans de cela, la richissime famille Wayne quitte une séance de cinéma et s'engouffre dans une ruelle de Gotham pour rentrer chez elle. Le jeune Bruce, alors seulement âgé de 8 ans, assiste à l'assassinat de son père d'une balle dans la poitrine, puis de sa mère, alors qu'un brigand du nom de Joe Chill tentait de s'emparer du collier de Martha en menaçant la famille de son pistolet. Bruce survécut, mais se retrouva orphelin et hérita du manoir Wayne dans lequel il avait grandi sans contrariété jusqu'alors. Il jura alors par l'esprit de ses parents qu'il vengerait leur mort en traquant tous les criminels jusqu'à la fin de ses jours. De manière plus profonde, son objectif fut pour le moins radical, débarrasser le mal qui ronge Gotham. Dans les années suivantes, il s'engagea dans un entraînement intellectuel et physique intense, cependant, il se rendit compte que toutes ses compétences à elles seules ne suffiraient pas pour qu'il accomplisse sa quête. Les criminels sont superstitieux et lâches, donc mon déguisement doit pouvoir semer la terreur dans leur cœur. Je dois être une créature de la nuit, noire, terrible. Comme pour répondre à ses désirs, une chauve-souris traversa soudain la fenêtre de son bureau, l'inspirant à créer sa double identité, le Batman. Mais ses premières aventures lui valurent tout juste la colère de la police. C'est pendant cette période, alors qu'il était fiancé à la ravissante Julie Madison, qu'il accueillit chez lui un acrobate de cirque lui aussi orphelin, Dick Grayson, qui devint plus tard son acolyte, Robin. Batman devint également membre fondateur de la Justice Society of America et sa relation avec la loi se dégela, l'amenant même à être nommé membre honoraire du département de police de Gotham City. Après cela, le majordome de la famille Wayne, Alfred Pennyworth, découvra les doubles identités de Batman et de Robin et se dévoua à leur service. Ses origines furent cependant remaniées durant l'âge d'argent des comics, une période allant des années 50 à la fin des années 70. C'est le moment de vous préciser que, malgré toutes les revisites d'origine dont je m'apprête à vous parler, les auteurs ont toujours gardé l'essentiel, et seuls des détails ont changé,
On garde la mort de Thomas et de Martha Wayne et l'idée de la chauve-souris comme l'élément clé pour faire de Batman un symbole de peur. Avant l'arrivée de l'âge d'argent, le personnage avait adopté un ton plutôt léger avec un certain nombre d'éléments de science-fiction. C'est donc après que le personnage de Flash ait été revisité que Batman subit sa première refonte, dans le numéro 327 de Detective Comics en mai 1964. Les auteurs accentuèrent les racines détectives du personnage pour mettre au placard les éléments de science-fiction qui s'étaient glissés là, Batman allant dans l'espace et rencontrant des civilisations extraterrestres, ou encore le Bat-Ray, une arme ressemblant à un pistolet laser, pour ne citer que ça par exemple. Mais si je ne m'attarde pas en détail sur tout ça, c'est parce que DC Comics a fini par mettre en place le concept de multivers dans les années 60 et profita de ce tournant pour désigner que tout ce qui a été établi pendant l'âge d'or mettait en fait en vedette un Batman alternatif, celui issu de la Terre 2. Et qu'est-ce que la Terre 2, me demanderez-vous ? Il s'agit d'une réalité alternative à la continuité principale que le lecteur doit suivre. Il me sera alors utile de préciser aux non-initiés que tout comme dans l'univers Marvel, l'univers de DC Comics comprend plusieurs réalités, dans lesquelles l'histoire ne se déroule pas toujours de la même manière. Chaque réalité est alors numérotée, et la nouvelle continuité principale est donc appelée Terre 1. Il ne me sera donc pas utile de vous détailler toute l'histoire de notre Batman de la Terre 2, je peux juste vous annoncer qu'il finira par être tué après avoir rangé sa cape de héros et être devenu commissaire de police. Durant l'âge d'argent, Batman va globalement rencontrer et travailler avec d'autres héros de l'univers DC Comics, surtout Superman, avec lequel il deviendra très ami. Notre héros devient alors membre fondateur de la Justice League of America, l'héritière de ce qu'était la Justice Society of America pendant l'âge d'or des comics, et appartenant maintenant elle aussi à la Terre 2 du multivers d'ici. C'est après cela que va intervenir une première refonte du multivers, et ça c'est un truc qui arrive souvent chez DC, je préfère vous prévenir. On appelle ces événements les crises, ou crisis pour nos amis anglophones. Il s'agit en général d'un événement catastrophe qui provoque la destruction de tous les univers parallèles existants dans le multivers d'ici pour mieux recréer et réorganiser ce dernier. Au-delà du côté refonte éditoriale qui permet à DC de se relancer et de s'adapter aux attentes et aux tendances générales de l'époque dans laquelle il se trouve, cela leur permet aussi de reprendre à zéro l'histoire globale de la continuité principale. Ainsi, lorsque la série Crisis on Infinite Earths met fin au multivers au milieu des années 80, l'histoire de certains personnages majeurs est retouchée pour leur permettre de se moderniser. 2 ans plus tard, en 1987, Frank Miller va donc réarranger les origines de Batman dans le comics Batman Year One, permettant d'apporter une touche plus sombre et graveleuse à la chauve-souris. Dans cette nouvelle origine, et bien que certaines histoires issues de l'âge d'or et d'argent restent canoniques à l'univers post-Crisis, le premier élément qui change drastiquement, c'est la police de Gotham. Celle-ci se veut maintenant majoritairement corrompue, rendant plus que nécessaire l'existence du Batman. Il en va de même pour le second Robin, Jason Todd, qui devient l'orphelin d'un escroc notoire et qui fait la rencontre de notre héros après avoir essayé de voler les pneus de la Batmobile. L'oncle de Bruce, Philip Wayne, est quant à lui littéralement effacé de l'histoire, permettant à Alfred de prendre une place plus importante, celle de l'homme qui élève le jeune Wayne après la mort de Thomas et Martha. Enfin, Batman n'est plus un membre fondateur de la Justice League of America, mais en deviendra en revanche un des leaders pour cette nouvelle incarnation de l'équipe lancée la même année. Et voilà pour ce qui est des origines du personnage. Rentrons donc maintenant en détail dans la nouvelle histoire de Bruce Wayne, alias Batman. Batman New Earth. Tout commença alors que Bruce n'avait que 4 ans. Alors qu'il se baladait dans le jardin du manoir Wayne, celui-ci s'approcha d'un puits et tomba à l'intérieur en y regardant de trop près. Des chauves-souris ayant établi domicile dans les lieux furent dérangées par la chute et virevoltèrent autour du garçon. Bruce fut très vite secouru par son père, Thomas Wayne, sans aucune blessure, mais cet événement fut fondateur de l'idée que l'homme se faisait de la peur. Un esprit qu'il retranscrirait plus tard lorsqu'il deviendrait le justicier masqué.
Par ailleurs, les cavernes dans lesquelles il fut tombé devinrent plus tard le lieu où fut aménagée la Batcave. 4 ans plus tard, alors qu'elle rentrait du Monarch Theater, la famille Wayne fut prise en embuscade par un homme armé désirant s'emparer du collier de perles que Martha portait. Alors que Thomas s'interposa, le criminel, connu sous le nom de Joe Chill, abattit sans pitié le couple, laissant le pauvre Bruce seul et traumatisé à jamais. Le jeune garçon réalisa que sans ses parents, il allait se retrouver bien seul, car il n'avait que très peu d'amis à cette époque. Fort heureusement, un médecin appelé Leslie Tompkins, qui opérait une visite à domicile ce soir-là, arriva sur les lieux du crime et fut le premier à prendre en charge le jeune Bruce, tentant de le rassurer malgré l'horreur de la scène. Bruce fut ensuite ramené au manoir et fut élevé par le majordome de la famille, Alfred Pennyworth. Se jurant de débarrasser Gotham du mal qui avait coûté la vie à ses parents, Bruce passa le reste de sa jeunesse à voyager à travers le monde, s'entraînant pour se perfectionner tant intellectuellement que physiquement. Il se forma dans de nombreux domaines pour mieux lutter contre le crime. Chimie, criminologie, médecine légale, mais aussi arts martiaux, gymnastique, art de l'évasion et déguisement. À 14 ans, Bruce partit dans différentes et prestigieuses écoles comme Cambridge, la Sorbonne, l'école des sciences de Berlin et dans bien d'autres universités européennes en ne choisissant que les matières qui lui convenaient et qui correspondaient à ses objectifs, bien que pour la plupart, il n'y resta pas plus d'un semestre. C'est donc à l'étranger qu'il se forma à divers styles d'arts martiaux auprès de divers instructeurs. Il apprit la chasse à l'homme auprès du français Henri Ducard, la furtivité et la reconnaissance auprès du ninja japonais Kirigi, ainsi que d'autres ninjas certifiés, le combat au corps à corps sous la tutelle de Ted Grant, champion du monde de boxe, ainsi que les disciplines de guérison traditionnelles auprès de moines népalais. Bruce s'entraîna également avec Chu Chin-Lee et Tsunemoto aux arts martiaux, au kung-fu par Richard Dragon, au tir à l'arc auprès de Green Arrow et se forma auprès d'un des meilleurs assassins du monde, David Kane. 3 ans plus tard, Bruce fut initié à l'art de l'espionnage par le détective Harvey Harris, puis à ses 17 ans, il tenta de rejoindre le FBI, mais sa relation avec le règlement et la conduite à adopter lui firent comprendre qu'il ne serait jamais capable de s'opposer complètement au crime tout en travaillant au sein du système juridique. L'ultime mentor de Wayne fut le chasseur de primes Willie Doggett, mais lors d'une mission, Willie fut assassiné par la cible qu'il traquait. Bruce repoussa le meurtrier en le jetant d'une falaise, puis fut secouru par un chaman, ce qui lui permit de survivre à l'agression. Après cet événement, et après quelques années de formation supplémentaire, il retourna à Gotham à l'âge de 25 ans. Batman Year One. Son corps et son esprit alors développés à la perfection, et bien qu'il avait tout le savoir-faire nécessaire pour combattre le crime, Bruce sentait toujours qu'il lui manquait quelque chose dans son arsenal physique et mental. Wayne découvrit la réponse un soir alors qu'il se trouvait dans son manoir. Il se souvint de la peur que lui avaient provoqué les chauves-souris lorsqu'il était enfant, lorsqu'une énorme chauve-souris percuta et traversa la fenêtre de la pièce dans laquelle il se trouvait. Cet événement fut le déclic, celui qui l'amena à imaginer l'apparence de son costume de héros avec un motif de chauve-souris plaqué sur son torse pour inspirer cette même peur qui l'avait saisi étant enfant. Il conçut alors le costume et le dota de diverses technologies expérimentales, puis se lança officiellement dans sa lutte contre la corruption de Gotham. Ses premiers combats en tant que justicier de la nuit l'amenèrent très vite à se tailler une réputation dans la ville, notamment le soir où il se révéla lors d'un dîner réunissant différentes personnes influentes du crime organisé, où il leur jurera que leur règne sur la ville prendrait vite fin. Il fut très vite soutenu par l'un des procureurs de Gotham à ce moment, Harvey Dent, et obtint un allié de poids au sein même des forces de l'ordre, un des rares hommes qui ne s'était jamais laissé aller à la corruption, le commissaire Jim Gordon, opérant avec lui en dehors du cadre de la loi au besoin. Toutefois, à Gotham, rien ne dure jamais assez longtemps sans que quelque chose de mal ne se produise à nouveau.
Ainsi, la présence de Batman dans la cité amena une nouvelle forme de criminalité, une plus puissante encore que les voyous et gangsters du crime organisé et dans laquelle se retrouvaient des personnalités hors du commun. Parmi elles, on peut y trouver une voleuse se faisant surnommer Catwoman, connue pour ses méthodes de séduction et son costume rappelant un aspect félin. Il rencontra également le docteur Hugo Strange, un savant fou ayant injecté un sérum à de riches citoyens à la recherche d'aide médicale pour en faire un groupe d'horribles monstres appelés les Monster Men, que Batman neutralisa avant de s'en prendre à Strange. Mais le pire d'entre eux, sans compter tous les noms que l'on connaît tous comme Maroni ou le Pingouin, fut bien évidemment son plus grand ennemi et némésis, le Joker. Le Joker est un meurtrier complètement imprévisible et sans respect pour la vie humaine. Il trouve le chaos amusant et est considéré comme l'un des êtres humains les plus dangereux sur Terre, en plus d'avoir Batman comme obsession. Et pour cause, le lien qui unit le Chevalier Noir et le Joker est très profond. Bien que les véritables origines du Joker soient multiples, puisque celui-ci les raconte sous la forme d'une histoire qui prend différentes formes à chaque fois qu'il en parle, celle la plus connue et aussi la plus probable est sans doute celle où il endossait autrefois l'identité de Red Hood. Une bande de malfrats avait poussé l'homme à revêtir le costume pour commettre un vol dans une usine de traitement chimique, l'usine Ace, mais ce soir-là, Batman était présent et l'avait involontairement fait chuter dans une cuve de produits chimiques. Là encore, le Joker se veut flou quant à cet incident. Était-il déjà complètement atteint avant cela, ou est-ce que ce sont ces produits qui sont responsables de lésions cérébrales et de privation d'oxygène qui auraient causé des dommages irréversibles? Est-ce que ce sont ces produits qui ont rendu ses cheveux verts et son sourire rouge et maniaque, ou n'est-ce que du maquillage? Nous ne le saurons jamais, mais l'histoire reste la même in fine, l'homme finit par chuter, et c'est ce qui provoque la naissance du Joker. Cette première confrontation a été précurseur autant pour le Joker que pour Batman, puisque de son côté, cela a poussé le héros à créer le Bat-Signal, un projecteur lumineux géant tourné vers le ciel, qui, quand il est allumé, dessine la forme de la chauve-souris de son costume dans la nuit noire de Gotham. Un symbole créé pour effrayer les criminels et annoncer l'arrivée de Batman en ville, mais aussi un moyen pour la police de faire appel aux justiciers quand le besoin s'en fait sentir. De nombreux autres méchants commenceront alors à apparaître à cette époque. On peut penser à l'Épouvantail, un paria qui a développé des techniques pour semer la terreur dans le cœur de ses victimes pour son propre plaisir. Le Riddler, génie dérangé qui ressent une compulsion psychologique à démontrer sa supériorité intellectuelle et défiant ses ennemis à l'attraper en les faisant participer de force à des énigmes de toutes sortes. Poison Ivy, qui tente de détruire la ville lorsque sa connexion avancée à la vie végétale lui fait mener une guerre personnelle contre l'humanité, ou bien encore à Mr. Freeze, usant d'une technologie expérimentale dangereuse pour se venger de la société après avoir perdu sa femme. On peut enfin penser à des chefs du crime comme Falcone, Maroni ou encore le Pingouin, un cerveau criminel excentrique qui cherche à faire ses preuves. Beaucoup de ces super-vilains étaient détenus à l'asile d'Arkham, situé en périphérie de Gotham et créé pour y enfermer des criminels aliénés. Un long Halloween. Batman évolue dans ce monde plutôt connu de la majorité des lecteurs, mais aussi du grand public. Une popularité que l'on doit évidemment aux comics, mais aussi à des œuvres tant cinématographiques et jeux vidéo ludiques qui ont permis d'ancrer encore un peu plus Batman dans la culture populaire. Mais le cœur de l'histoire de notre héros reste dans la base papier, et un de ses récits les plus connus, c'est Batman A Long Halloween. Un soir, le justicier et ses alliés de confiance, le commissaire James Gordon et le procureur Harvey Dent, se rencontrèrent sur le toit du quartier général de la police et se jurèrent de faire tomber les syndicats du crime organisé dirigés par Falcone et Maroni qui contrôlaient complètement Gotham. Le trio savait que pour ce faire et pour se faciliter la vie, il leur aurait fallu contourner bien des règles, mais ils se jurèrent au contraire de rester droits pour ne jamais devenir aussi malveillants que ceux qu'ils combattaient. C'est durant cette période qu'un tueur en série connu sous le nom de Holiday commença à traquer d'éminents mafieux et à les abattre.
Dans l'opinion générale, les soupçons se tournèrent immédiatement sur le triumvirate, ou alors que quelqu'un avait été engagé pour éliminer toute concurrence au sein du crime organisé, puisque l'un des malfrats tués par Holiday ne fut autre que Alberto Falcone, le fils de Carmine Falcone. La nouvelle vague de criminels de Gotham remplaçait à présent les gangsters traditionnels, et la clandestinité était lentement envahie par des monstres costumés sans respect pour les anciennes méthodes. Toutefois, notre héros, bien qu'il consacrât plus de temps à sa vie en tant que Batman, n'oublia pas qu'il était aussi le richissime et célébrissime Bruce Wayne. C'est donc à cette époque qu'il eut son premier rendez-vous avec une certaine Selina Kyle, qui n'était autre que la fameuse Catwoman, avec qui il flirtait quand il endossait son costume, mais sans savoir que les deux femmes ne formaient en réalité qu'une seule et unique personne. Envahi par le désespoir et le chagrin, Falcone engagea plusieurs super-vilains pour renforcer ses activités, pensant que son rival Maroni était celui qui avait engagé Holiday pour mettre fin à la guerre qui les opposait et qui déchirait Gotham. Maroni, à l'inverse, était persuadé que c'était Falcone qui avait engagé Holiday, et très vite, le procureur Harvey Dent devint l'un des suspects principaux en raison de son attitude vindicative envers les criminels contre lesquels il se confrontait au sein des tribunaux. Bruce Wayne lui-même fut soupçonné d'être impliqué dans le camp de Falcone en raison de son statut social et fut arrêté car il y a des années de cela, son père Thomas avait à contre-cœur opéré d'urgence un Carmine encore jeune, blessé par balle. Cette opération l'avait endetté auprès de Wayne et l'on soupçonna que c'est pour rembourser ses dettes que l'Empire Falcone avait été créé. Lorsque vint le procès de Wayne, ce dernier fut innocenté grâce au témoignage de son majordome, Alfred Pennyworth. Dent admit plus tard qu'il avait fait une erreur, puisque Maroni avait décidé de se rendre avec l'intention de révéler ses secrets avant qu'on ne l'assassine. Mais lorsque vint le procès, Maroni fit entrer clandestinement une bouteille d'acide et la jeta au visage de Dent pendant l'accusation, le laissant horriblement défiguré. Emmené à l'hôpital, Dent devint complètement fou et finit par poignarder un médecin avant de s'échapper. Ainsi, il ne semblait plus y avoir de doute quant à la véritable identité du tueur se faisant appeler Holiday. Batman se mit à sa poursuite sans réussir à croire que Dent et Holiday étaient la même personne. Après avoir inspecté le manoir de Falcone, ce dernier accusant d'ailleurs le héros qu'il connaissait la double identité de Dent mais qu'il l'avait laissé agir, Batman comprit vite que Holiday passerait de nouveau à l'action pour tuer l'homme qui l'avait défiguré, Maroni. Après avoir prévenu Gordon, un transfert de cellules fut mis en route, mais comme prévu, Holiday débarqua et assassina Maroni de 2 balles dans la tête. À la stupeur générale, ce ne fut pas le visage d'Harvey Dent qui apparut quand Holiday fit tomber le masque, mais celui d'Alberto Falcone, le fils de Carmine que l'on pensait mort. Alberto avait simulé sa propre mort et mis en place tout ce stratagème pour prendre la place de son père et devenir plus puissant qu'il ne l'avait jamais été. Son père tenta bien de le convaincre de plaider l'innocence, puisque par le passé, il avait refusé que son fils trempe dans ses affaires et avait tout fait pour que son enfant vive une vie normale. Mais Alberto refusa avec désinvolture et lorsqu'il fut jugé, il fut reconnu coupable et condamné à la chambre à gaz. Harvey Dent, quant à lui, réapparut sous l'identité de Double Face, en référence à son apparence tragique infligée par Maroni. Aidé d'une équipe de super-vilains, il se rendit dans le bureau privé de Carmine Falcone pour en découdre avec lui. Batman intervint et neutralisa la plupart des brigands, mais fut incapable d'empêcher Double Face d'abattre Falcone de 2 balles dans la tête. À la suite de cela, Batman, le commissaire Gordon et Dent eurent une dernière entrevue sur le toit du siège de la police. On reprocha évidemment à Dent d'avoir trahi les idéaux en lesquels ils avaient tous les trois choisi de croire, mais celui-ci répliqua que c'était ses méthodes, elles seules, qui avaient permis de se débarrasser de l'Empire Falcone une bonne fois pour toutes. Il fut évidemment arrêté, et bien que Batman et Gordon aient assisté à la déchéance d'un homme bon, continuèrent de croire et d'espérer qu'un jour, Gotham pourrait être sauvé et débarrassé du mal. Les origines de la Justice League. La Ligue des Justiciers, l'équipe d'Avengers de chez DC entre autres, tient son origine par diverses histoires, et l'une d'elles est évidemment la rencontre entre Batman et Superman, qui, elle aussi, a eu le droit à des retcons suite aux multiples crises pour réorganiser l'univers DC.
Ainsi, dans la première version, Superman vint à Gotham pour arrêter Batman, le considérant comme un dangereux criminel. Cependant, lorsque la super-vilaine Magpie fit des siennes pour la première fois, les deux héros furent forcés de s'allier pour la neutraliser. Se rendant compte que Batman était quelqu'un de bon en dépit de ses tactiques discutables pour lutter contre le crime à Gotham, Superman accorda son respect à son partenaire, bien qu'il doutât qu'un jour, ils puissent retravailler ensemble à nouveau. Dans la nouvelle version, Batman et Superman se rencontrèrent à New York à l'occasion d'une invasion de sosies de héros qu'ils neutralisèrent en s'alliant. Après cela, les deux se demandèrent mutuellement si l'un avait découvert l'identité de l'autre, mais ils répondirent tous les deux par la négative, bien que Batman révéla mener l'enquête depuis un moment et qu'il n'était pas loin de découvrir qui se cachait derrière la grande cape rouge. C'est ensuite sous leur identité de Bruce et de Clark que les deux hommes se rencontrèrent alors qu'ils furent obligés de partager une chambre sur un bateau de croisière en direction du triangle des Bermudes. Clark sauva Bruce d'une tentative d'assassinat par empoisonnement et les deux se révélèrent leur double identité alors que le bateau s'apprêtait à chuter dans une faille. Ils furent interrompus par l'arrivée du mercenaire Deathstroke et le syndicat du crime contre lesquels ils se battirent. Une fois la faille refermée, les deux plaisantèrent tandis que Lois Lane, la partenaire de Clark, révéla connaître également la double identité de Bruce. Bien plus tard, Batman fit la rencontre de Wonder Woman alors qu'il traquait avec Superman un homme de Ra's al Ghul, autre grand ennemi iconique de la chauve-souris. Toutefois, ces méthodes furent à nouveau jugées comme discutables, ce qui ne manqua pas de créer des tensions entre eux, mais il la sauva d'un duplicata de Superman créé par le Joker, malgré leurs divergences. Ils se retrouvèrent sur Themyscira, l'une des îles du peuple des Amazones auquel Wonder Woman appartenait, et Batman fut envoûté par la beauté et les enchantements de l'île. Malgré que la mésentente perdure, Wonder Woman fut surprise que le bad justicier retrouve son lasso de la vérité, appuyé par Superman, déclarant que malgré ses méthodes, il était un homme courageux se battant pour la justice et ce, sans pouvoir. Wonder Woman commença à voir Bruce différemment, bien qu'elle le trouvât obsessionnel. Un nouveau combat plus tard contre Ra's al Ghul et Bizarro, Diana changea définitivement l'opinion qu'elle avait de Bruce, l'amenant à le considérer comme un compagnon fidèle. Peu après, il y eut une grande alliance entre différents héros afin de répondre à la menace extraterrestre Apélaxien venue pour s'emparer de la Terre. Ce jour-là, Batman, en compagnie de Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern et Martian Manhunter, formèrent la Justice League. Du masque de Robin à Nightwing. Alors que Bruce Wayne était en excursion au cirque, il fut témoin d'une autre tragédie qui allait façonner sa vie. Les parents d'un jeune acrobate nommé Dick Grayson furent assassinés par un gangster nommé Tony Zuko qui avait coupé la corde censée les empêcher de chuter. Il vit à la fois un grand potentiel et une part de lui-même chez le jeune Grayson, désirant venger ses parents en clamant vouloir tuer Zuko. Bien que Bruce savait qu'il ne pourrait jamais remplacer le père de Dick, il adopta Grayson comme pupille légale pour l'aider et lui fournir des conseils qu'il aurait aimé avoir à l'époque où il avait lui-même perdu ses parents. Bruce lui révéla bien assez tôt qu'il était le Batman et fit passer à son jeune allié un régiment d'entraînement physique, mental et rigoureux afin qu'il puisse un jour devenir un justicier. Plusieurs mois plus tard, Dick fut enfin prêt et endossa pour la première fois le costume de Robin afin de lutter contre le crime aux côtés de son mentor et se jura avec celui-ci que jamais il ne s'écarterait du chemin de la droiture. Pour la première fois, Bruce réalisa qu'il n'avait plus à être seul dans sa croisade contre le mal. Mais, avant de laisser Robin s'accomplir dans les rues de Gotham, son maître lui fit passer un ultime test, celui de neutraliser un gangster répondant au nom de Joe Minette, un test que Dick passa haut la main et qui permit à la police de mettre un bandit de plus derrière les barreaux. Les premières aventures du dynamique duo apportèrent un peu de lumière dans le quotidien sérieux et sinistre de Batman. Robin eut même l'occasion d'opérer en solo un jour où Bruce fut indisposé et arrêta le chapelier fou qui organisait un réseau de trafic sexuel. Mais rien ne se passe de bien à Gotham sans qu'un événement obscurcisse le tableau, vous le savez.
Tout changea lorsque Robin fut pris pour cible par Double Face dans un piège savamment organisé par l'ancien procureur qui poussa Robin à provoquer par inadvertance la mort d'un innocent. Mais alors que Dick devait faire face aux réelles responsabilités qu'impliquait d'être un justicier, il dut aussi subir les nombreux coups de batte de baseball de Double Face contre lesquels il ne put se protéger, tandis que Batman, lui aussi bloqué sur le moment, n'eut d'autre choix que d'assister à ce moment atroce. Bruce lui aussi culpabilisa et refusa de laisser Robin reprendre ses activités malgré qu'il se soit rétabli, ne voulant pas le mettre davantage en danger. Dick n'eut alors d'autre choix que de faire à nouveau ses preuves pour montrer qu'il ne reculerait pas et qu'il redoublerait de compétences et de détermination. Après cela, le jeune héros rencontra nombre d'acolytes, comme Aqualad, Kid Flash, Speedy ou encore Wonder Girl, avec lesquels il s'associa pour affronter Antithesis, une créature qui avait pris le contrôle spirituel des membres de la Justice League. Et ainsi naquirent la première équipe de jeunes héros, les Teen Titans. C'est après avoir mené nombre d'aventures en leur compagnie et en tant que leader de l'équipe que Dick fut contraint d'abandonner le masque de Robin à nouveau. Alors qu'ils combattaient ensemble le Joker qui avait volé un joyau rare, Robin fut présumé mort par les médias après avoir chuté, le Joker ayant réussi à lui tirer dessus. Batman avait toutefois réussi à sauver son élève, mais profita de l'occasion médiatique pour inciter Dick à abandonner son costume, une décision que le jeune homme accepta, bien qu'il prévint son mentor que cela ne signifierait pas la fin de ses activités pour autant. Bien plus tard, après une rencontre avec Superman, qui lui raconta l'histoire d'un justicier kryptonien nommé Nightwing, Dick Grayson décida de se réinventer et reprit le nom du dit justicier et se fabriqua un nouveau costume afin d'honorer toutes les personnes qui avaient façonné l'homme qu'il était devenu. L'arrivée de Batgirl et The Killing Joke. Revenons légèrement dans le passé, avant que Robin ne devienne Nightwing. Un soir, alors que Bruce participait à un bal prestigieux, la fille du commissaire Gordon, Barbara, fit irruption à la fête dans une version féminine du costume de Batman afin de surprendre son père, qui assistait également à l'événement. Mais, avant qu'elle ne se révèle à son paternel, Killer Moss et ses hommes de main firent irruption et tirèrent sur Bruce Wayne. James Gordon fut neutralisé dans l'attaque et Barbara protégea Bruce, croyant à tort qu'il n'était qu'un simple citoyen impuissant face à la situation. Elle repoussa Killer Moss, qui lui attribua le nom de Batgirl, à défaut de Batwoman, que Barbara aurait largement préféré. Puis elle poursuivit le malfrat, ce qui la fit tomber nez à nez avec Batman et Robin. Cette première rencontre fut pour le moins expéditive, puisque Killer Moss revint à la charge, poussant le trio à se séparer, mais Robin manifesta son intérêt pour la jeune femme qu'il venait de rencontrer. Un peu plus tard, Barbara reçut du matériel envoyé de la part de Robin, prétendant qu'il croyait en elle, contrairement à Batman. Mais en réalité, c'est bien Bruce qui avait demandé à Robin d'envoyer le matériel, afin de la tester pour voir ce qu'elle valait vraiment avec du réel équipement. Le dynamique duo captura ensuite la jeune fille pour la tester dans une chambre de confinement holographique, mais elle échoua à sauver les innocents présents de la situation. Batman considéra alors qu'elle n'avait pas l'étoffe d'endosser le costume. Cela n'empêcha pas celle-ci de s'allier avec l'héroïne Black Canary, une aventure qui lui permit de gagner le respect du Chevalier Noir, tandis que l'intérêt que Robin portait à son égard se transforma en une réelle attirance. Bruce décida alors de révéler son identité à Barbara Gordon et la présenta au commissaire Gordon sous l'identité de Batgirl officiellement. Une carrière qui suivit son cours pendant quelques années, jusqu'aux événements de Killing Joke, une histoire très connue de la vie de Batman, mais vous qui n'êtes pas connaisseur, connaissez-vous peut-être le comics au moins de nom ? Je ne m'attarderai pas à vous conter le récit de Killing Joke, d'autres confrères vidéastes l'ont fait mieux que moi, je vous renvoie donc vers leur vidéo, mais elle est importante puisqu'elle dépeint l'un des plus grands combats entre le Batman et le Joker, un comics durant lequel il sera d'ailleurs révélé pour la première fois qui était le Joker avant de devenir le monstre d'aujourd'hui. Au-delà de tout cela, et d'une fin assez dérangeante et glaçante, dans laquelle les deux adversaires partagent un fou rire ensemble, il est indispensable de l'évoquer, puisque c'est au cours de ce comics que la carrière de Batgirl prit fin, lorsque le Joker se rendit au domicile des Gordon pour tirer sur Barbara.
Un tragique événement qui ne la tua pas, mais qui la paralysa à jamais, tandis que le commissaire fut sauvé par le bad justicier. À la suite de cela, Barbara se reconvertit en experte informatique et courtière en information pour aider les héros et prit le pseudonyme d'Oracle. Ra's al Ghul. S'il y a bien des ennemis et des organisations que Batman a affrontés durant sa carrière, il est impossible de passer à côté de la Ligue des Assassins, une organisation secrète fondée à une époque indéterminée par Ra's al Ghul, un terroriste international et immortel, convaincu que l'humanité est un fléau pour la planète, et cherchant la destruction de la société moderne. Comme son nom le laisse penser, la Ligue comporte en son sein des tueurs extrêmement compétents, maîtrisant tous les arts martiaux connus à ce jour, et dévoués corps et âme à leur maître. Le moindre échec au sein de la Ligue entraîne tout homme à en devenir la cible. C'est d'ailleurs de celle-ci qu'est issu David Cain, avec lequel s'était entraîné Bruce Wayne dans sa jeunesse et que nous avons évoqué plus tôt dans la vidéo. Batman n'a donc jamais cessé de lutter contre cette organisation, et au sein de celle-ci s'y trouvait la fille de Ra's al Ghul, une certaine Talia, qu'il sauva du premier homme connu à la tête de la Ligue, le Docteur Dark. Ra's al Ghul découvrit à force de logique et de déduction la véritable identité du Chevalier Noir, après que sa fille ait été kidnappée avec Robin. Un kidnapping en réalité organisé de toutes pièces par Ra's pour tester Batman et le confronter à son garde du corps, Ubu ou Ubu, je suis désolé, je ne connais pas la prononciation. À la fin de celui-ci, et après que les deux hommes se soient alliés pour retrouver Talia, le criminel déclara avoir trouvé en Bruce le digne successeur de la Ligue des Assassins, ayant été déçu par sa fille qui s'était entichée du justicier. Batman ne céda évidemment pas à cette avance et conclut que Ra's al Ghul était un dangereux terroriste qu'il fallait arrêter et lui déclara la guerre en conséquence. Afin de lutter avec des méthodes différentes de celles de la Ligue, Batman créa une équipe alternative à la Justice League pour opérer en secret les Outsiders, ne nécessitant pas l'approbation publique et politique et leur laissant donc plus de liberté. Parmi ses membres, on y trouva des héros comme Black Lightning, Geoforce, Halo, Katana ou encore Metamorpho. La Justice League International. Durant l'event crossover Legends, le dieu de la tyrannie et maître absolu du monde d'Apocalypse, un certain Darkseid, envoya sur Terre l'un des membres de son élite, un évangéliste nommé Glorious Godfrey, afin de discréditer les héros de la Terre et retourner l'opinion publique contre eux. De nombreux groupes se formèrent afin de lutter contre ce dernier, et dans cet événement, Batman rassembla Black Canary, Blue Beetle, Captain Marvel, Dr. Fate, Dr. Light, Guy Gardner, Martian Manhunter et Mr. Miracle dans le Sanctuaire Secret, une base d'opération pour plusieurs équipes de héros, et fonda la Justice League Internationale avant d'en prendre le commandement. Après que les plans de Darkseid aient été mis en échec, le magnat des affaires Maxwell Lord convainquit les Nations Unies d'accorder à la Justice League Internationale une charte afin qu'ils puissent opérer en tant qu'équipe officielle. Le deuxième Robin. Bien avant que Dick Grayson ne devienne Nightwing, le monde a connu un second Robin, un jeune orphelin rencontré par Bruce appelé Jason Todd et qui s'était tourné vers le crime par nécessité de survivre. C'est justement lors d'une tentative de vol de pneus, et pas des moindres, celle de la Batmobile, qu'il fit la rencontre de Batman. Dans un premier temps, Bruce voulut l'aider en le plaçant à l'école de Ma Gun, destinée à éduquer les jeunes. Mais lorsque le jeune Jason découvrit que l'école était une couverture qui permettait à sa directrice de former ses élèves pour devenir des criminels, il s'allia à Batman pour stopper leur activité, lui permettant de devenir le nouveau Robin. Ensemble, ils affrontèrent bien des super-vilains, comme Double Face, le Pingouin, le Mime, le Dr. Crime ou encore Deacon Blackfire. Mais bien qu'appartenant à un nouveau dynamique duo, Batman opérait toujours en solo à certains moments, et c'est là qu'il fit la rencontre de nombreux super-vilains tels que le Ventriloque, le KJ Beast ou encore le Ratcatcher. Mais plus Jason luttait contre des criminels et plus il devenait agressif et violent, à un point tel que cela causa la mort de l'un d'eux.
C'est à ce moment que Batman estima qu'il était temps pour Todd de rendre à son tour le masque. Entre-temps, le Joker, alors incarcéré dans l'asile d'Arkham, parvint à s'échapper et fuit jusqu'au Moyen-Orient. Batman le poursuivit et l'y retrouva, lui ainsi que Jason, qui était à la recherche de sa vraie mère. Étant donné les circonstances, Batman et lui s'allièrent afin d'arrêter le Joker, mais échouèrent à sa capture. Peu après, Jason finit enfin par retrouver sa mère, une certaine Sheila Haywood, mais le Joker l'avait évidemment devancée et se servit d'elle pour séparer le dynamique duo. Alors que Batman dut arrêter une cargaison mortelle de poison concoctée par son ennemi juré, Robin se jeta à corps perdu pour sauver sa mère, un piège tendu par le Joker pour mieux capturer Jason et le tabasser à mort. Au moment où Batman arriva sur les lieux du crime, l'entrepôt où Jason et sa mère étaient enfermés explosa, tandis que le Joker, lui, prit la fuite. Bruce fut profondément marqué par cet événement, car jusqu'ici, même si ses acolytes avaient été une forme d'échec, qu'il s'agisse de Dick ou de Barbara, jamais il n'avait échoué au point que l'un d'eux ne meure. En conséquence, il organisa des funérailles pour Dick et sa mère, et retourna à Gotham où il traqua le Joker jusqu'au bâtiment des Nations Unies. Là-bas, il découvrit que le tueur était parvenu à obtenir un titre d'ambassadeur, lui garantissant une immunité diplomatique. Mais c'était sans compter l'intervention de Superman, qui fut envoyé pour empêcher Batman de déclencher un incident international en attaquant le Joker. Cela n'empêcha pas le Chevalier Noir de continuer son enquête et d'avoir la preuve de l'implication de son ennemi dans l'assassinat de Jason. Finalement, Bruce se rendit aux Nations Unies dès le lendemain sous son identité civile et croisa le regard du Joker. Il ne sut jamais si, à cet instant, si le clown l'avait reconnu ou non, et celui-ci clama que lui, ainsi que les Iraniens, avaient été traités avec un grand manque de respect et que cela n'était plus tolérable. Il libéra alors un gaz hilarant et mortel sur l'Assemblée, obligeant Bruce à intervenir en tant que Batman, tandis que Superman vint l'aider à affronter le meurtrier. Le clown parvint à s'enfuir par un hélicoptère, mais Batman le rattrapa et se battit avec lui. Dans l'affrontement, l'une des balles du Joker toucha le pilote, causant un crash de l'appareil dans la mer. Superman sauva Batman et ce dernier demanda à son acolyte de retrouver le corps du clown tueur, mais sans surprise, rien du tout, laissant le conflit sans résolution. Le troisième Robin. Après cela, Bruce rentra dans une période sombre et solitaire. Pleurant la mort de son défunt allié, il affronta de nouveau des menaces telles que Mr. Freeze, Clayface ou encore Anarchy. Il fut même amené à reprendre l'asile d'Arkham, tombé aux mains de nombreux autres super-vilains. C'est alors qu'un jeune homme nommé Tim Drake découvrit l'identité secrète du Chevalier Noir en usant de ses compétences de détective et persuadé que le héros avait besoin d'un nouveau Robin à ses côtés pour garder son côté sombre sous contrôle. Tandis que le Chevalier Noir et Double Face préparaient simultanément un plan pour se débarrasser l'un de l'autre, Tim alla à la rencontre de Nightwing pour le supplier de reprendre le masque de Robin, expliquant avoir déduit son identité puisqu'il était présent au cirque le soir où lui et Bruce s'étaient rencontrés. Dick emmena alors Tim à la Batcave et le présenta à Alfred, qui découvrit avec stupeur que le jeune homme connaissait les identités respectives de Batman et de Nightwing. Alors que Batman et Double Face tombèrent mutuellement dans les pièges tendus l'un par l'autre, Tim supplia Dick de redevenir Robin à nouveau, estimant que Batman s'était perdu depuis que Jason Todd était mort. Bien que Dick refusa de redevenir Robin, il enfila sa tenue de Nightwing et partit aider Bruce pour traquer Double Face. Mais tombant tous les deux dans un piège, et alors qu'Alfred sous-entendit que Tim pourrait bien être le prochain Robin, celui-ci enfila le costume et se lança à la rescousse des deux héros. Bien qu'il réussit à les secourir tous les deux, Batman ne démortit pas de sa solitude et réaffirma qu'il n'avait plus besoin d'un acolyte. Toutefois, Tim tint bon et fit ses preuves en les aidant à vaincre Double Face et à contre-cœur, Batman finit par accepter de l'entraîner et de le prendre comme nouveau partenaire. La saga Knightfall.
Batman affronta par la suite de nombreux criminels, notamment Metalhead ou encore le Black Mask et son gang, qui ciblaient Bruce Wayne et un certain Lucius Fox, le CEO de la Wayne Enterprises et accessoirement armurier de Batman et manager personnel de Bruce. Mais notre héros commença à sentir qu'il avait perdu en capacité, surtout après son échec à capturer Black Mask, se retrouvant incapable de méditer ou même de se concentrer. En tant que Bruce Wayne, il prit contact avec la thérapeute holistique Chandra Kinsolving pour suivre une thérapie, tandis qu'il chargea Tim Drake de former un certain Jean-Paul Valley, un homme dont l'ADN avait été modifié et connaissant les identités de la Bat Family. Bruce espérait pouvoir faire de Valley un des membres de la Bat Family pour lutter contre le mal de Gotham et pour l'empêcher de mal tourner. Malgré les conseils de son entourage et du Dr Kinsolving, Bruce refusa de se reposer et poursuivit son devoir de lutte contre le mal malgré l'aggravation de son état. L'état de Bruce ne fit que s'aggraver après 3 attaques simultanées à Gotham provoquées par les super-vilains Cypher, Anarchy et l'Homme Mystère. Tandis que le chaos reprenait cours à Gotham et que Bruce partit rendre visite au Dr Kinsolving, Robin rencontra des difficultés à travailler avec Valley, auquel il avait confié le costume de Batman le temps que Bruce revienne, mais ce dernier avait des méthodes bien trop violentes pour se parfaire dans ce rôle. Dans ce chaos absolu, Bane, un génie tactique de combat ayant amélioré sa consistance physique grâce à un sérum nommé le Venom, débarqua à Gotham dans l'intention de détruire Batman et de prendre le contrôle de son territoire. Plus motivé et plus puissant que les précédents ennemis du Chevalier Noir jusqu'alors, et tandis qu'il avait découvert de manière autonome l'identité du justicier, celui-ci avait prévu son assaut de manière chirurgicale. D'abord, il organisa une évasion massive de l'asile d'Arkham à l'aide de ses hommes de main pour pousser le Chevalier Noir à affronter des ennemis de haut niveau tels que Poison Ivy, l'Épouvantail ou encore le Joker, pour ne citer qu'eux. Alors qu'une vague massive de super-vilains s'abattit sur Gotham, Robin n'eut d'autre choix que d'intervenir, mais l'ensemble des événements amena à une rupture du dynamique duo, Bruce estimant qu'il devait faire face seul à l'épidémie. Devenant de plus en plus faible à mesure que chaque criminel était remis en cage, Batman parvint toutefois à sauver le maire Kroll, ne lui laissant plus que le Joker et l'Épouvantail face à lui. Un duo de méchants parfait pour pousser Batman dans ses retranchements physiques et mentaux, puisque l'Épouvantail infligea au Chevalier Noir une dose du gaz de peur de sa propre conception, lui faisant revivre le meurtre de Jason Todd, son plus grand échec. Il parvint toutefois à les neutraliser et à éliminer les effets du gaz, mais il était à bout, et jamais il n'avait été poussé aussi loin. Lui qui infligeait la peur et la brutalité à ses ennemis, aujourd'hui c'est lui qui les subissait de plein fouet. C'est cet instant que Bane choisit pour affronter personnellement le Chevalier Noir dans un endroit non moins symbolique, tant pour le justicier que pour Bruce, le manoir Wayne. Ce combat fut d'une telle intensité et d'une telle violence que Batman en termina le dos littéralement brisé. Bane fut le premier homme à vaincre Batman dans tous les sens du terme. Il emmena ensuite son corps brisé au centre-ville, à Gotham Square, et le jeta d'un toit pour démontrer sa supériorité à la population. Batman, à présent hors de combat, Bane devint le maître du monde souterrain de Gotham et prit en charge plusieurs opérations illégales en son sein. Après sa défaite, Batman fut secouru par 2 officiers de police qui appelèrent une ambulance dans laquelle se trouvait Alfred, déguisé en ambulancier, qui ramena le héros à la Batcave. Lorsque Bruce se réveilla, il fut déplacé à l'étage supérieur du manoir et Alfred fit appel au docteur Chandra Kinsolving pour soigner les blessures de l'homme, lui prétextant qu'elles avaient été causées par un accident de voiture, bien qu'elle doutât de cette version des faits au vu des scanners. Batman hors jeu, mais Gotham ayant toujours besoin de lui, Bruce demanda à Jean-Paul Valley de le remplacer au grand désespoir de Tim. La présence plus importante de Chandra auprès de Bruce l'amena à développer des sentiments envers elle, à tel point qu'il envisagea de lui révéler son identité secrète. Malheureusement, Chandra fut kidnappée avec le père de Tim Drake, Jack, lui aussi client de la jeune femme, et Bruce ne put arrêter les ravisseurs à cause de son état.
En enquêtant sur les preuves laissées par les ravisseurs et avec l'aide d'Oracle, il retrouva leur piste sur l'île de Santa Prisca. Là-bas, notre homme fut rejoint par des membres temporaires de la Justice League Task Force et ils travaillèrent ensemble afin de libérer les otages, mais échouèrent, poussant les ravisseurs à déplacer Chandra et Jack hors de l'île. On apprit néanmoins que les ravisseurs étaient menés par un certain Benjamin Asplin, un espion possédant des pouvoirs de télékinésie et qui n'était autre que le frère de Chandra, autrefois appelé Sandra Asplin, et qu'il avait enlevé afin de se servir de ses pouvoirs de guérison pour développer une nouvelle arme. Retrouvant les otages à Londres, Bruce se déguisa en vieil aristocrate et enquêta sur la résidence de Benjamin. Il échoua cependant une nouvelle fois à sauver Chandra car il crut à tort qu'elle était impliquée criminellement avec son frère, apprenant qu'elle était impliquée dans le massacre d'un village. Bruce réussit néanmoins à sauver le père de Tim et jura de traduire Chandra en justice. Ses efforts pour la localiser l'amena à rencontrer la mère adoptive de Chandra qui révéla beaucoup de choses sur son passé avant qu'elle ne soit tuée par les Asplin et leur arme nouvellement créée. Bruce et Alfred retournèrent à Gotham où les médecins exigèrent du multimillionnaire de se reposer. Malgré cela, Bruce continua son enquête et localisa de nouveau les Asplin, un entêtement qui ne fut pas sans conséquences puisque Alfred remit sa démission à Bruce, estimant qu'il était devenu trop imprudent. Se retrouvant seul, Bruce usa de l'identité de Sir Hemingford Grey pour attirer Benjamin Asplin jusqu'à lui, un plan qui fonctionna puisque Asplin kidnappa notre héros pour le placer au même endroit où il avait enfermé Chandra, ce qui conduisit les trois individus à se confronter. Bruce réalisa que Chandra était sous l'influence de diverses drogues, et alors qu'elle usa de ses pouvoirs pour essayer de soigner son frère, elle ne fit à l'inverse que le tuer. Dévasté, Chandra utilisa ses pouvoirs pour guérir complètement Bruce de son dos cassé. Malheureusement, l'expérience fut si intense pour son esprit et sa psyché que sa mentalité bascula pour devenir celle d'une enfant. Bruce savait qu'il ne pourrait alors jamais vivre une relation amoureuse avec elle, mais ne la laissa pas tomber et acheta une grande résidence dans laquelle elle pourrait passer le reste de ses jours avec les meilleurs soins médicaux possibles. Maintenant de retour à Gotham, Bruce apprit les actions désastreuses commises par Jean-Paul Valley en tant que Batman et décida de reprendre le costume afin de mettre un terme à cela. Il avait toutefois conscience que sa condition physique s'était détériorée après des mois d'inactivité et qu'il avait besoin d'un entraînement intensif avant de l'affronter. Le moment venu, les deux s'affrontèrent dans un bâtiment consumé par les flammes et dévièrent vers l'un des grands ponts de Gotham où Batman réussit à prendre le dessus, faisant tomber son adversaire dans la rivière. Dans l'opération, Valley fit exploser la Batmobile en espérant tuer Bruce, mais il l'esquiva in extremis. Après avoir discuté avec Tim de tous ces événements, Batman se rendit au manoir Wayne pour confronter Valley une ultime fois. Un violent combat s'ensuivit, résultant sur la victoire de Bruce, qui parvint à forcer Valley à retirer son costume de Batman et à capituler. Il fit néanmoins preuve de clémence à la fin et permit à Jean-Paul de fuir et de commencer une nouvelle vie pendant qu'il continuerait la sienne. Après cette victoire, notre héros reprit officiellement son rôle de Batman, même s'il savait à présent que cela ne serait pas éternel. La nouvelle crise Heure Zéro. Nouvel event crossover dans l'univers DC, Zero Hour Crisis in Time, publié en 1994. Sans surprise, il s'agit d'une nouvelle crise afin de traiter toutes les réalités et chronologies alternatives créées au cours des dernières années, de la même manière que Crisis on Infinite Earths. Le scénario est simple, le flux temporel a été endommagé par deux entités appelées Extant et Parallax, anciennement les personnages de Hawk et de Green Lantern. Leur alliance provoqua une détérioration du temps et une rupture de la réalité, ce qui, à terme, provoqua évidemment quelques réarrangements dans la continuité de l'histoire de Batman. Pendant cette période, on vit apparaître une nouvelle Batgirl issue d'une chronologie alternative où elle n'avait jamais été paralysée. Alfred a été remplacé par Alfred Beagle, un homologue issu de la Terre 2, et on découvrit même une chronologie où les parents de Bruce n'avaient pas été tués. À la fin de l'event, et alors que Extant débarqua à
New York et que les héros s'assemblèrent dans un ultime mouvement de résistance, Batman fut tué lorsqu'une fissure d'entropie s'ouvrit juste au-dessus de lui et que l'univers toucha à sa fin. Des changements drastiques furent apportés à l'histoire du Chevalier Noir, à commencer par l'identité du tueur de ses parents. Dans la précédente version, il s'agissait du criminel Joe Chill, mais depuis Heure Zéro, il s'agissait maintenant d'un agresseur que Batman n'a jamais pu identifier. Ensuite, les origines de Catwoman furent changées. Elle n'était plus une ancienne prostituée avant de devenir la Volus féline comme le dépeignait Batman Year One. Enfin, nous reprenons l'histoire avec un Bruce qui finalement n'est pas encore prêt à reprendre son costume de Batman et laisse à la place Dick Grayson reprendre le flambeau dans une nouvelle histoire, Batman le fils prodigue. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'il me paraît pertinent de reprendre cette histoire après une des nombreuses crises. D'ici là, il vous faudra patienter un peu car ça demande beaucoup de boulot et de temps. Je tiens à nouveau à remercier Oli d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle que mon code promo et le lien en description vous permettront de profiter de 5 € de réduction sur votre toute première commande, alors profitez-en tant que c'est dispo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!